Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire Protéger son audition au travail, l'affaire de tous. La prévention des risques professionnels au travail, un sport d'équipe avec des équipes pluridisciplinaires, préventeurs et professionnels de santé. Les employeurs et les salariés sont aussi partie prenante de la prévention. Alors, ce webinaire entre dans le cadre des rencontres santé-travail. Partout en France, cette semaine, les services de prévention santé-travail interentreprises organisent des webinaires sur des thèmes divers. Nous avons choisi le thème de l'audition. La journée nationale de l'audition a eu lieu jeudi dernier. Nous avons décalé ce webinaire de quelques jours pour rentrer dans le cadre des rencontres santé-travail. Ce webinaire a été préparé par un des groupes de travail mis en place dans le cadre du projet de service, donc ces groupes de travail hygiène de vie santé publique. Nous avons le plaisir d'accueillir des intervenants extérieurs pour cette présentation. Alors tout d'abord, l'association Journée nationale de l'audition avec Monsieur Leroy, la CARSAT avec Madame Jeannès et Cap Emploi avec Monsieur Jankowski. Alors, au niveau sommaire, donc en première partie, ça va être l'association Journée nationale de l'audition, fonctionnement de l'oreille et ses pathologies, comment protéger son audition, les professionnels médicaux dans le cadre du parcours de santé et le bruit en open space. En deuxième partie, je présenterai les prestations offertes par Pressoa. En troisième partie, ce sera Madame Jeannès pour la CARSAT. Et en quatrième partie, Monsieur Jankowski pour Cap Emploi. Alors, il y aura des réponses qui seront données à vos questions posées lors des inscriptions. Et au cours du webinaire, vous pouvez poser des questions. Les réponses vous seront éventuellement transmises ultérieurement. Donc, ce webinaire est enregistré et accessible en replay. Voilà, donc je vais passer la parole à monsieur Leroy pour Association Journée nationale de l'audition. Merci beaucoup, merci Pressora et bravo à vous de cette organisation. Merci à la CARSAT et à Cap Emploi. Effectivement, comme vous le disiez, c'est un travail pluridisciplinaire pour, notamment dans le domaine du bruit et de l'audition. Et la Journée nationale de l'audition de la semaine dernière était consacrée cette année aux acouphènes. On va voir, c'est une problématique qui est assez prégnante et présente au sein de l'ensemble des populations, contrairement aux idées reçues, et on va le voir présentement. Donc effectivement, on va découvrir ou redécouvrir euh, les différentes pathologies auditives en milieu de travail. Avec la découverte des fonctions clés. Peut-être revenir un petit peu sur les interactions oreille-cerveau, puisque l'oreille, tous ces mécanismes qui vont du pavillon jusqu'à l'oreille interne, en fait, on parle d'une partie du cerveau qu'on appelle le cortex auditif. Et tous ces mécanismes, pour nombre d'entre vous, vous le savez, c'est au service du cerveau qui va, lui, constamment décoder les informations qui lui parviennent grâce à tous ces mécanismes qui partent du pavillon, conduit auditif, tympan, les osselets, et puis ces petites cellules sensorielles de l'oreille qui sont situées dans la cochlée. Là, à l'écran, c'est le petit escargot mauve, tout simplement. Et dedans, contenues ces fameuses petites cellules ciliées qui vont venir piquer le nerf auditif pour que les infos arrivent au cerveau. Donc, dès qu'il y a un petit rouage ou un petit grain de sable dans ces rouages, c'est le cerveau qui est mis en difficulté. Et les petits grains de sable vont être de différents ordres, on va le voir. Et ce qui est important au cœur de ces rouages se situe quand même des fonctions clés pour nous. La fonction de communication qui peut nous paraître un petit peu de manière évidente, mais attention, il faut que l'on fasse la différence entre entendre et bien entendre. C'est-à-dire entendre pour que cela nous permette de bien comprendre la parole, même s'il y a un petit peu de bruit, qu'on puisse suivre correctement les informations, les échanges pour participer aux échanges collectifs, participer aux décisions collectives et
ça va contribuer aussi au sentiment d'appartenance dans le collectif, de pouvoir contribuer. Et parfois, effectivement, quand il y a une gêne auditive qui n'a pas été gérée, ou parfois quand il y a une gêne auditive qui nécessite des ports d'aides auditives ou d'autres solutions auditives, euh, parfois les personnes en difficulté peuvent se sentir un petit peu mises à l'écart des décisions collectives. Mais en attendant, là, dans ces fonctions clés, il y a la communication et on va voir quel grain de sable peut se mettre à ce niveau-là sans forcément que ce soit une surdité. Et puis, il y a effectivement cette fonction d'alerte qui est très probablement très importante pour nous tous, hein, et c'est aussi grâce à cette fonction d'alerte que nous nous sentons en sécurité dans notre environnement. Et cette fonction d'alerte va aussi nous expliquer pourquoi les yeux ont des paupières et vous avez remarqué, notre oreille n'a pas de clapet, n'a rien pour fermer par rapport à l'extérieur. Et c'est cette fonction d'alerte qui nous aide à le comprendre, puisqu'en fait, depuis notre naissance, hein, l'oreille est un radar sensoriel, c'est un radar tout en chaque seconde de notre vie. Le radar va fonctionner pour savoir si l'émission ou l'émetteur du son va nous mettre en danger ou non dans notre environnement. Donc cette fonction d'alerte est extrêmement intéressante, hein, à comprendre. Et c'est aussi un levier pour faire comprendre pourquoi il faut porter des protections individuelles contre le bruit. Tout simplement, l'oreille n'a pas de protection naturelle suffisante, donc il faut apporter des protections. Et contrairement à ce que l'on pense, ces protections ne vont pas forcément devenir des obturateurs et empêcher de communiquer et empêcher d'avoir cette fonction d'alerte. Et au cœur de tout ça, on se rend compte que il nous faut faire attention à la dimension du bruit dans tous les univers de travail et pas uniquement ceux dits exposés au bruit. Bien entendu, il est important d'agir, hein, pour les travailleurs exposés au bruit, mais aussi en dessous, on le sait depuis longtemps, que le bruit peut nous amener des difficultés de concentration qui vont avoir des effets dits extra-auditifs, qu'on appelle le stress, la fatigabilité, éventuellement des pertes de vigilance, etc. Et tout cela va jouer sur notre équilibre global, que ce soit nos capacités relationnelles, puisqu'on sait que le bruit est dans nos baromètres, hein, réalisés chaque année, nos baromètres bruit santé, que vous pouvez retrouver, pardon, sur le site JNA, vous pouvez le retrouver, ces baromètres. Chaque année, on nous indique, hein, que le bruit va créer des tensions, de l'irritation, des tensions dans les équipes, des incompréhensions avec le management de proximité. On nous indique même, hein, là, que parfois ça motive des changements de poste ou changements d'équipe, voire des arrêts de travail. On le sait que ça peut jouer sur le moral, hein, puisqu'on peut avoir tendance aussi à se mettre un petit peu à l'écart dès que le bruit est présent, nous gêne, etc. La fatigue, hein, il y a un levier de fatigabilité sur lequel on peut agir et on va le voir, hein, tout de suite derrière comment. Et bien entendu, les capacités cognitives, les pertes de performance, hein, tout simplement, au cours de nos journées. Alors, effectivement, différentes grains de sable vont se mettre dans les rouages. Alors, bien entendu, les surdités professionnelles, selon la CNAMTS, on serait autour de 1000 cas déclarés par an. La presbyacousie, qui va être un phénomène, hein, le phénomène de presbyacousie, c'est l'avancée, c'est la perte des capacités de compréhension de la parole avec l'avancée en âge. Alors, jusqu'à présent, on est autour de 60-65 ans, hein, puisque vous savez que l'équipement en aide auditive, le pic est surtout autour de 70 ans. Mais aujourd'hui, avec toutes nos expositions sonores, nos comportements, la presbyacousie a tendance à venir beaucoup plus précocement. Autour de 55 ans, on commence à avoir des premiers signes assez significatifs. Et bien entendu, avec le vieillissement dans l'entreprise, c'est un véritable enjeu aux côtés des surdités professionnelles liées à des traumatismes sonores aigus. Et puis, effectivement, cette année, nous avons mis en Excusez-moi, exergue. Monsieur Oui, Leroy, excusez-moi de vous interrompre. Pouvez-vous passer votre support en mode diaporama en oui, pardon. grande. Merci beaucoup. Voilà, Super, merci. merci à vous. Et effectivement, cette année, on a mis en exergue, on a fait un focus acouphène avec une étude scientifique où 31,3, un tiers des personnes souffrant d'acouphènes n'ont jamais consulté. Une personne sur deux ne connaissent pas le facteur qui a
déclencher les acouphènes. Et on voit que la consultation permet d'identifier la cause de survenue, que l'âge des moyens de survenue des acouphènes, contrairement à ce qu'on pensait, n'est pas de 50, 55 ans ou de 60 ans, mais de 41 ans. Donc vous voyez, hein, 41 ans pour nombre, on est en activité professionnelle et on va le voir, avec une moyenne de 5 ans pour la prise de conscience entre l'arrivée et la gêne des symptômes, de 7 ans pour une première consultation médicale et 9 ans pour un taux de satisfaction de la prise en charge médicale. Donc, ces acouphènes qui sont ces sifflements, bourdonnements, chointements, etc., qui sont entendus par la personne elle-même, concerneraient, hein, selon le baromètre 2024, à peu près 15 à 18 millions de personnes, dont 7 millions de moins de 35 ans qui souffriraient d'acouphènes en permanence. Et bien souvent, on le sait, les acouphènes peuvent s'accompagner du phénomène ou du symptôme hyperacousie, c'est-à-dire des sons amplifiés à l'intérieur de la tête. Alors, dans ces âges-là, effectivement, on s'est rendu compte, et l'étude le montre, que la cause de survenue est essentiellement les traumatismes sonores aigus, hein, c'est-à-dire et les traumatismes sonores chroniques, hein, puisqu'on peut avoir soit un effet intense immédiat, soit effectivement des traumatismes répétés qui peuvent amener à ce que les cellules lâchent et à ce qu'on ait des réponses de sifflement-bourdonnement. Donc, vous le voyez, effectivement, première des causes dans cette tranche d'âge-là, c'est effectivement les traumatismes sonores aigus. Alors, traumatismes sonores aigus, c'est ceux qui peuvent être évitables, hein, notamment quand on a une activité professionnelle par le port des protections individuelles contre le bruit, même si c'est en seconde intention, vous le savez, et tout le travail qui est fait pour réduire les émissions sonores à leur source en parallèle. Alors effectivement, les enjeux vont être aujourd'hui, avec toutes ces expositions sonores et encore des pratiques de non-port effectif et continu des protections. On sait qu'on a à travailler encore et tout le mouvement de prévention, tout le travail que vous effectuez progresse, bien entendu, mais on a encore à convaincre, il y a encore des générations ou des populations qui ont du mal à le porter de manière continue et effective. Et donc, tout ça peut déclencher plus précocement, hein, ce phénomène de presbyacousie, si on est concerné par la presbyacousie, puisqu'il y a un caractère génétique. Ça touche à peu près 40% hein, des personnes de 60 ans. Et réduire la fatigue de l'oreille et éviter la fatigue chronique. Alors effectivement, parmi les grains de sable, hormis le traumatisme sonore, les traumatismes sonores, on a aussi cette fatigabilité de l'oreille. On entend tous mieux, c'est-à-dire qu'on comprend mieux la parole le matin en se levant qu'en se couchant. Tout simplement, toutes ces expositions sonores sollicitent, voire sursollicitent les petites cellules de l'oreille et vont créer des difficultés de décodage rapide par le cerveau, hein. Il y a un phénomène d'engorgement des cellules ciliées par le stress acoustique, par la dose. Plus la dose est importante, plus les cellules sont stressées et plus les informations qui arrivent au cerveau sont difficilement décodables. Donc le cerveau va travailler beaucoup plus pour arriver au même résultat. Et donc, ça va générer une fatigue, enfin, ça va contribuer à la fatigabilité, c'est-à-dire au sentiment de lassitude de fin de journée, qui est une des expressions hein, dans les baromètres bruit-santé, dans tous les univers de travail, dont le tertiaire. Donc là, on a un vrai levier parce qu'on ne sait pas, à force de cette fatigue, de ce stress acoustique, on ne sait pas en fonction des constitutions personnelles, on ne sait pas quand ça peut lâcher ou non, puisqu'on est tous dans des constitutions, mais il y a le risque, il est présent. En tout cas, il est présent de déclencher plus précocement des dispositions à la presbyacousie et que ça arrive donc beaucoup plus tôt que ça n'aurait pu. Je voulais vous montrer effectivement des petites cellules sensorielles, hein. Vous voyez, celles qui sont saines à l'écran et puis celles qui ont été abîmées un peu comme un champ de blé où un ouragan est passé dessus et que des épis ont été arrachés. Sachant qu'une cellule ciliée qui est abîmée a la propriété de se laisser mourir. Aujourd'hui, nous ne savons pas remplacer, on sait les reproduire en laboratoire, mais quand on les greffe, elles ne tiennent pas, ces petites cellules ciliées. Donc, c'est ce qu'on a aussi à protéger.
Bien entendu, vous voyez que les objectifs vont être d'agir à la fois sur la fatigue de l'oreille, mais aussi tous les risques que vous connaissez très bien, sur lesquels vous luttez au quotidien et vous aidez les uns et les autres à lutter pour rester en bonne santé. Alors effectivement, on a ces questions d'open space, ça concerne aussi l'open space. Alors là, on n'est pas sur un risque imminent de surdité ou de surdité professionnelle, mais on est sur effectivement l'aspect performance et fatigabilité qui peut rejoindre les risques cardiovasculaires, les risques psychosociaux, etc. Où là, on va travailler sur les matériels, on va travailler sur l'acoustique des espaces de travail, et puis on a à travailler sur les comportements collectifs et individuels. On a encore une grande part de la population active qui considère que le bruit, c'est les autres. Et donc, du coup, ben, que c'est la problématique, c'est l'autre, mais qu'on n'est pas forcément aussi contributeur. Or, en changeant nos comportements, on peut aussi avoir un levier pour réduire l'environnement sonore. Réduire l'environnement sonore, c'est d'abord une action sur soi personnellement, mais aussi pour aider nos collègues qui peuvent être porteurs de solutions auditives. Donc, c'est aussi le bien vivre ensemble et l'inclusion. Et on a aussi ces situations de télétravail que l'on a à améliorer en bonne pratique. Effectivement, les casques qu'on peut utiliser, d'abord, il existe des casques de travail qui sont performés et performants pour aider le cerveau à décoder rapidement les informations. C'est le mérite des casques de travail qui ont été sélectionnés par la médecine du travail avec les normes qui vont bien. Contrairement aux casques de loisirs, parce que certains ont tendance à aller sur des casques de loisirs qui ont qui n'ont pas été développés dans l'objectif d'augmenter la performance de compréhension de la parole. Puisqu'on a des bandes de fréquences beaucoup plus larges pour la musique. Donc, de bien utiliser des casques spécifiques, bien mis à disposition de l'entreprise. Et également, attention à bien moduler. Quand on est en télétravail, on peut un peu de casque, la sortie directe de l'enceinte, de l'ordinateur, mais aussi on peut peut-être utiliser, pour certaines entreprises qui l'autorisent, des petites enceintes Bluetooth de manière à moduler, à mettre le son à distance. Et puis idéalement, également associer le son à la vidéo, puisque nos amis malentendants ont besoin souvent de pouvoir aussi associer la lecture labiale et l'écrit. Et ça peut être intéressant de mettre pour celui qui parle, au moins la visio, le temps qu'il prend la parole pour aider nos collègues. Donc effectivement, on a aussi des bonnes pratiques managériales, c'est-à-dire qu'on peut aussi instituer le management de proximité. Il y a certaines expériences qui sont menées sur le terrain dans certains secteurs d'activité, où le manager de proximité a ce rôle de vigilance du port des protections contre le bruit, et puis sur les espaces tertiaires, de mettre un petit peu des règles de vie collectives pour mieux gérer l'environnement sonore. Bien entendu, vous le savez, sur des espaces au-delà, enfin des métiers au-delà de 80 décibels d'exposition, il y a des mesures qui doivent être prises en compte. Et puis, cette problématique du port effectif et continu des protections individuelles contre le bruit, où là, on doit continuer à aller convaincre sur le terrain pour qu'il soit effectivement des oreilles protégées, éviter les acouphènes et les surdités qui sont des vrais risques présents dans toutes les populations. Et bien entendu, pour que l'oreille aussi sorte un petit peu du stress acoustique, la nécessité, la règle d'or, c'est des temps de récupération. La nuit peut correspondre à une grande plage de temps de récupération. Si on ne s'endort pas avec les écouteurs, s'il n'y a pas un bruit de fond, si on est bien dans le calme sonore, en dessous, entre 30 et 35 décibels, ce qu'on appelle le calme sonore, de manière à ce que l'oreille puisse récupérer. Et on peut aussi intégrer des micro-temps dans la journée, quand on est sur des espaces tertiaires et autres, et pouvoir lui offrir ce temps. Nous avons besoin de souffler, l'oreille a besoin de souffler pour être au top. Bien entendu, comme vous le disiez, c'est vraiment un travail pluridisciplinaire. Il y a des enjeux RH,
Il y a des enjeux handicap, il y a des enjeux santé avec la médecine du travail, les services de santé au travail. Il y a des enjeux qualité de vie au travail. Et puis, il y a un enjeu RSE où cette lutte, cette harmonisation, hein, c'est un écosystème aujourd'hui pour respecter les besoins fondamentaux humains, hein, les équilibres naturels physiologiques, et ça peut rentrer dans les valeurs éthiques de l'entreprise au travers de la RSE. On peut tous ensemble inventer aussi, créer un indicateur de santé auditive dans l'entreprise pour pouvoir suivre cet indicateur et aider à l'ensemble. C'est une idée peut-être en collectif qui pourrait être mise en place. Bien entendu, vous savez qu'il y a différents dispositifs qui existent aujourd'hui pour gérer la perte auditive, parce que là aussi, on a du terrain à gagner pour convaincre de ne pas laisser faire la perte auditive, parce qu'elle a une incidence sur la santé du cerveau. Et donc, on a le 100% audioprothèse qu'on a à améliorer encore, mais qui existe. Et la reconnaissance de RQTH aussi, avec les accompagnements derrière, qui sont des dispositifs à faire encore mieux connaître. Voilà, nous souhaitions effectivement balayer cet ensemble des enjeux de l'audition dans l'entreprise, quels que soient les secteurs d'activité, de manière à voilà, continuer à vous convaincre de continuer, que votre travail est nécessaire au quotidien, aux côtés, au plus près, et on peut agir tout ensemble. On va y arriver, il y a des progressions. L'audition commence à être mieux connue, tous ces phénomènes commencent à être mieux connus par les populations. Les protections individuelles sont quand même mieux portées qu'il y a quelques années quand je suis arrivée à l'association. Et donc, votre travail a de l'effet. Continuez et on va y arriver. Merci à toutes et à tous. Peut-être s'il y a quelques questions. En tout cas, cette question des acouphènes, vous voyez, les chiffres qui sont sortis sont vraiment inquiétants. Ça inquiète beaucoup nos médecins ORL du collectif de l'association et des ORL de France, c'est que effectivement, ce sont des symptômes qui sont présents à tous les âges de la vie, dans toutes les populations. Il n'y a pas une CSP qui est plus touchée que d'autres, il n'y a pas un métier plus touché que d'autres. Contrairement aux idées reçues qu'on aurait pu avoir, que ce soit plus des secteurs dits exposés au bruit qui génèrent le plus d'acouphènes. Non, on a vraiment une équirépartition dans le baromètre santé. On a une équirépartition des secteurs d'activité. Merci beaucoup, Monsieur Leroy. Donc, Merci à vous. Voilà, donc je vais continuer avec les prestations proposées par Pressoa. Alors, les offres de services Pressoa à l'intention des adhérents et l'accompagnement de l'employeur et des salariés. Alors, un audio est réalisé lors du suivi santé-travail du salarié en fonction de ses expositions professionnelles. Donc, l'audio est fait systématiquement pour les salariés exposés au bruit, ainsi que pour les personnes qui ont une autorisation de conduite, type caristes, ou les conducteurs de transport en commun, ou les conducteurs poids lourds. Mais en fait, dans la mesure du possible, on fait un audio à pratiquement tous les salariés de manière à avoir un examen de référence dans le dossier. Alors, avec notre logiciel, nous pouvons voir l'évolution des courbes au fil des examens. Cet examen est contrôlé plus souvent si dégradation. L'interprétation du résultat est l'occasion d'un échange avec le salarié. Les questions posées au salarié concernent les antécédents, la protection auditive s'il est exposé au bruit, savoir quel type de protection et la durée du port de ces protections. La notion d'exposition au bruit extra-professionnel est aussi recherchée. Des conseils sont donnés concernant la protection individuelle. Alors, en cas de particularité, l'intervention de Cap Emploi peut être nécessaire. Cap Emploi peut intervenir concernant l'aide à l'appareillage pour les salariés reconnus travailleurs handicapés. Des mesures de niveau sonore peuvent être réalisées à la demande de l'adhérent. Donc, ça peut être une cartographie ou des mesures sur certains postes de travail. Ces mesures peuvent être aussi préconisées suite à la visite de lieu de travail par un des membres de l'équipe pluridisciplinaire.
Donc, dans de nombreuses situations, il faut diminuer le bruit à la source. Des conseils sont donc donnés à l'adhérent dans le rapport d'intervention. Alors, une aide dans la démarche de prévention collective est aussi apportée. Alors, les aides techniques et l'accompagnement seront développés lors de l'intervention de la CARSAT. Les mesures de niveau sonore peuvent aussi être effectuées par la CARSAT. Alors, sensibilisation dans la démarche collective. Des interventions peuvent être proposées en entreprise. Chaque présentation est adaptée à l'entreprise en donnant des exemples précis de niveau sonore dans l'entreprise. Alors, nous avons aussi une plaquette concernant le bruit que l'on peut remettre lors des visites médicales ou alors remettre lors des sensibilisations. Donc, vous pouvez trouver cette plaquette sur notre site. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais passer la parole à Madame Janès de la CARSAT. Eh bien, je vais présenter la possibilité d'accompagnement des entreprises par la CARSAT concernant le risque spécifique lié à l'exposition au bruit. Donc, la CARSAT, déjà, de façon générale, a 3 missions. La première mission, c'est la préparation et le paiement des retraites pour les salariés du régime général et les salariés du régime des indépendants. La deuxième mission, c'est l'aide et l'accompagnement des assurés en difficulté. Et la troisième qui nous occupe aujourd'hui, c'est la prévention et la tarification des risques professionnels. Dans ce cadre-là, la CARSAT dispose de 2 unités techniques qui sont le laboratoire interrégional de chimie et toxicologie et le centre de mesures physiques, qui sont destinés à objectiver l'exposition à un risque, aider à la recherche de mesures de prévention efficaces et adaptées aux gestes professionnels, au poste de travail, et caractériser la performance de mesures de prévention. Et pour cela, le point d'entrée des entreprises, c'est le contrôle de secteur de l'équipe territoriale. Et vous avez l'adresse générique sur la diapo que vous pouvez contacter si vous ne connaissez pas le nom ou les coordonnées du collègue qui s'occupe de votre établissement. Et donc, ce point d'entrée unique vous permet ensuite de bénéficier des services donc, de ces 2 unités techniques et notamment du centre de mesures physiques qui est compétent sur le risque lié au bruit ou de façon générale sur l'acoustique des locaux. Voilà, donc vous avez la carte de France qui expose les 9 localisations des centres de mesures physiques et les 8 localisations des laboratoires de chimie toxicologie en France. Donc pour la région des Hauts-de-France, donc on a à Lille la chance d'avoir ces deux unités techniques qui sont donc disponibles pour assister les entreprises. Alors sur le risque spécifique lié au bruit, que fait le centre de mesures physiques ? Eh bien, la première chose, c'est qu'on peut mesurer des niveaux sonores. On peut faire également des analyses en bande d'octave, donc qui nous permettent de savoir si le bruit auquel sont exposés les salariés est plutôt de basse fréquence, de haute fréquence, pour un peu déterminer quelle pourrait être l'origine, si c'est plutôt un bruit de moteur, si c'est plutôt un bruit de vibration, si c'est plutôt un bruit d'échappement de pneumatique, par exemple. Voilà, ce qui nous aide ensuite pour proposer des solutions pour réduire justement les nuisances sonores. Ensuite, on peut également faire des mesures destinées à caractériser l'acoustique des locaux et notamment la décroissance linéaire. Donc là, en fait, l'idée, c'est de savoir si, lorsqu'il y a du bruit dans un local, ce bruit va diminuer vite ou pas vite, en sachant que à l'extérieur, en espace complètement vide, si on double la distance, le bruit va se réduire de 6 décibels. Et dans les locaux de travail, bien sûr, il y a de la réverbération, il y a des phénomènes de réflexion, de transmission du bruit qui font que ça ne décroît pas aussi vite. Et donc l'idée, c'est de caractériser le local, savoir si il est conforme ou pas conforme à la réglementation. Dans les locaux pour lesquels il y a des équipements de travail qui génèrent du bruit, le Code du travail prévoit que cette décroissance linéaire donc, du son doit être conforme à la valeur réglementaire. Donc, c'est des mesures que peut faire le centre de mesures physiques. Deuxième aspect de la caractérisation des locaux, c'est le temps de réverbération qui peut être mesuré. Donc là, l'idée, c'est qu'on va générer du bruit dans le local et l'interrompre subitement et voir combien de temps met le bruit pour s'arrêter, en fait. Voilà, donc, et on peut savoir à ce moment-là si le local est plutôt assourdi ou plutôt réverbérant.
Donc ça, c'est utile ensuite pour proposer des mesures de prévention. On peut également faire des mesures d'intensimétrie qui vont nous permettre de localiser des sources sonores, puisque quand on est dans un environnement bruyant, on entend le bruit, mais on ne sait pas exactement de quel point provient cette nuisance sonore. Et donc, on peut faire comme ça des mesures qui sont destinées à cartographier un peu l'origine du bruit et de mettre en évidence, par exemple, des fuites sur des encoffrements acoustiques ou des bruits d'échappement de soupape qui n'auraient pas été localisés simplement autrement. On peut également faire des mesures avec une caméra acoustique. Alors là, c'est l'appareil que vous voyez à gauche. Donc, c'est un système de micros qui sont reliés entre eux. Et par soustraction, en fait, on va transformer le bruit qui est reçu donc au niveau du système de caméra acoustique en image et qui va nous permettre de localiser également les points d'où vient un bruit important et les points d'où vient un bruit un peu moins important. Donc, ça ressemble au système que je vous ai présenté un petit peu avant, mais c'est un petit peu moins précis dans le sens où ça ne permet pas de déterminer une puissance acoustique. Mais c'est très, très pédagogique. C'est de manipulation assez simple et ça permet vraiment de localiser d'où vient le bruit. Et ensuite, les mesures de prévention, finalement, c'est en général les entreprises qui les trouvent toutes seules parce qu'à partir du moment où le problème est localisé, en général, les opérateurs ont beaucoup de propositions et ont beaucoup d'idées pour améliorer la situation. Et enfin, donc, on peut également utiliser des logiciels de modélisation acoustique, donc en particulier un logiciel qui est mis à disposition par l'INRS et qui permet de faire des calculs pour évaluer des niveaux sonores prévisionnels dans un local en fonction du type de traitement acoustique au niveau des parois, du plafond par exemple. Et puis voilà, faire des calculs prévisionnels pour mettre en évidence le gain qu'on pourrait avoir avec le traitement du local par exemple. On fait également des mesures d'ultrasons, c'est un petit peu moins connu. Donc les ultrasons provoquent également des effets, donc perte auditive éventuellement, éventuellement des brûlures, mais aussi des effets qui sont de la fatigue, des nausées, des céphalées, perturbation d'équilibre parfois. Donc on a certains procédés qui utilisent les ultrasons. Donc plutôt dans le soudage, ça peut être des bains de nettoyage, de l'usinage, mais ça peut être aussi des applications de contrôle non destructif. Et donc, on est également en mesure de faire des mesures de prévention et de proposer des mesures de prévention pour le risque lié aux ultrasons. Voilà, alors l'objet de l'intervention de la CARSAT, c'était aussi proposer les dispositifs d'aide financière aux entreprises qui sont disponibles. Alors, vous trouvez toutes les informations sur les aides financières sur le site internet Amélie, puisque c'est une gestion nationale et c'est homogène sur quasiment l'ensemble du territoire. Il y a quelques aides régionales sur certains sujets spécifiques, mais de façon générale, c'est plutôt national. Donc, on a 3 types de subventions. Donc, les subventions prévention pour les entreprises de moins de 50 salariés, qui sont sur des codes risques spécifiques et qui concernent les solutions de prévention éprouvées. Mais malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de subvention prévention pour les risques liés au bruit. Ensuite, on a des subventions nationales qui concernent le risque chimique, donc pour certains types d'équipements, notamment pour le captage des fumées de soudage, des fumées de diesel et puis d'autres qui vont arriver très bientôt. Mais là encore, rien de spécifique au bruit. Et puis, la seule solution qui pourrait convenir là, concernant les nuisances sonores, c'est les contrats de prévention qui s'adressent aux entreprises de moins de 200 salariés pour les secteurs dans lesquels il y a eu signature d'une convention nationale d'objectifs avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Et donc, dans le cadre de contrats de prévention, il est tout à fait possible, et il est très courant, d'intégrer des mesures de prévention des nuisances sonores. Donc, ça peut être de l'encoffrement, ça peut être du traitement acoustique de locaux, ça peut être l'achat d'équipements qui sont destinés à protéger les salariés et puis la formation des salariés également. Voilà, donc vous trouvez toutes les informations utiles sur le site Amélie, donc vous avez l'adresse sur la diapo. Et donc, bien sûr, sinon, la CARSAT est à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc, vous pouvez, sur le site de la CARSAT, voilà, donc vous avez l'adresse du site internet de la CARSAT en haut à droite. Vous avez également un mail de contact qui vous permet de contacter soit le service des incitations financières, soit votre correspondant donc, qui est en charge de votre établissement pour répondre à l'ensemble de vos questions. Voilà, vous avez également mes coordonnées si nécessaire sur la diapo. Voilà, donc on va passer à la 4e partie, donc l'intervention de Cap Emploi. Merci Madame Gespierre. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous.
Christophe Jankowski. Mon propos représente à la fois le Cap Emploi de l'Oise, avec mon homologue, donc Ombeline Goussard, qui malheureusement n'a pas pu être présente aujourd'hui, hein, pour vous parler de nos missions. Donc, les Cap Emploi, une mission à deux niveaux, hein. Une première mission d'accompagnement vers l'emploi, donc je ne vais pas développer ici, qui ne concerne pas, qui se déroule, s'organise avec, avec France Travail, ex-Pôle emploi, dans le cadre d'un accompagnement des demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés et d'accompagnement d'entreprises susceptibles d'envisager des recrutements, hein, de demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés. La deuxième mission des Cap Emploi étant qualifiée d'accompagnement dans l'emploi et qui concerne des actifs en activité avec une typologie à la fois de personnes salariées, de travailleurs indépendants et également d'agents de la fonction publique. Donc, les missions des Cap Emploi s'intègrent dans la loi handicap travail et en lien avec nos deux principaux commanditaires et surtout financeurs que sont la GFIP et le FIPHFP, représentant donc la fonction publique. Voilà, donc nous intervenons, pour des situations individuelles. Hein, des situations individuelles, c'est la situation d'une personne qui peut avoir des restrictions d'aptitude, qui peut être aussi en arrêt de travail, hein, et pour lesquels il faut préparer la reprise, également d'autres personnes susceptibles, en activité, confrontées à des évolutions, hein, qui touchent à la fois les conditions de travail, mais aussi leur situation particulière, évolution de l'état de santé, évolution de l'âge, d'emploi des seniors. Voilà. Cette typologie de situation de personnes, eh bien, correspond à notre mission, hein, et également en réponse à une demande formulée de façon tripartite, l'objectif étant d'y répondre par une proposition d'intervention pour analyser la relation qu'il y a entre les aptitudes d'une personne et les exigences du travail à réaliser, établir un diagnostic et formuler des préconisations. Avec comme finalité de permettre à la personne de garder son poste ou d'être reclassée sur un autre poste, et lorsque cela ne marche pas, d'accompagner la personne en vue d'un projet, de la construction d'un projet de reconversion professionnelle externe chez un autre employeur. Étant entendu que nous pouvons aussi intervenir dans le cadre de l'évolution professionnelle, hein, pour des personnes pour lesquelles, à terme, il y a un risque de ne plus pouvoir exercer son métier. En matière d'audition, en matière de bruit, nos interventions se situent, et Madame Gespierre l'a évoqué tout à l'heure, ça fait partie on va dire des principales sollicitations qui nous concernent, c'est aider la personne à pouvoir bénéficier de subventions permettant l'acquisition de prothèses auditives. Donc là, on est sur une aide à la personne, hein, donc, qui sera contractualisée, en tout cas dans le privé, avec la personne, parce que dans la fonction publique, ça passera par l'employeur toujours, hein, pour des prothèses auditives, des aides auditives, hein, qui resteront la propriété et à l'usage unique de la personne. Effectivement, ces aides sont souvent nécessaires. Elles nécessitent, parce que nos préconisations, lorsqu'on est en contact avec la personne, nos préconisations seront toujours de permettre à la personne d'évaluer, hein, le matériel, non pas acheter sur catalogue ou sur simple prescription d'un audioprothésiste, hein, de pouvoir évaluer le matériel en situation professionnelle. Hein, en situation professionnelle, bien évidemment en situation personnelle dans la vie de tous les jours, parce que ce sera le même matériel qui sera la plupart du temps utilisé à des fins professionnelles et personnelles. Donc, voilà, sur ce sujet, la participation financière, hein, de la GFIP, eh bien, sera définie par une aide maximale, hein, qui est plafonnée à 850 € par oreille, et au maximum, et toujours en complément des aides de droit commun, donc la sécurité sociale, la MSA, la mutuelle, bien évidemment aussi la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, hein, dans la mesure où
la MDPH peut proposer des prestations de compensation du handicap sur ce sujet pour des aides auditives. Mais c'est pas systématique, tout dépend de la gravité de l'altération de l'audition de la personne. Mais nos interventions peuvent aussi aller au-delà, hein, parce que nous nous intéressons toujours à la relation qu'il y a en situation professionnelle. Et il arrive que les prothèses auditives, si nécessaires soient-elles, ne sont pas suffisantes. Ne sont pas suffisantes. Donc, il y a des situations un peu plus délicates à gérer qui peuvent nous amener à solliciter des structures subventionnées aussi en partie par nos commanditaires, donc HFIP, PFIP et HFP, et dédiées par typologie de déficience. Donc nous avons eh bien, un partenaire qui est spécialisé en matière de déficience auditive et que nous pouvons solliciter dans le cadre d'appuis spécifiques. Alors, les marchés sont en plein renouvellement, hein, ça va à nouveau, des nouvelles modalités d'application seront mises en œuvre dès le 1er avril, dès le 1er avril de cette année, pour des périodes généralement qui sont de 3 ans et qui se renouvellent comme ça en fonction de façon systématique de toute façon. Donc, nous avons à notre main, nous avons la possibilité de prescrire, c'est une prescription d'appui spécifique dès lors que notre compétence ne sera pas suffisante pour rechercher des solutions et accompagner la mise en place de projets. Voilà. Donc, on va pouvoir nous appuyer, bien sûr, sur ces partenaires et avec lesquels on interviendra sur le terrain. Mais c'est pas, encore une fois, ce n'est pas systématique, mais en tout cas, cette approche va permettre d'apporter des informations complémentaires toujours très utiles en situation professionnelle. Voilà, l'objectif étant, de façon très précise, eh bien, de pouvoir établir une évaluation des capacités fonctionnelles des personnes, de pouvoir identifier des techniques de compensation et faciliter la mise en œuvre de techniques de compensation. Donc, quelques exemples, parce que c'est aussi de ça dont il s'agit. Voilà, il m'est arrivé, moi, dans mon parcours professionnel, depuis plusieurs années, d'être sollicité dans des environnements, répondre à des demandes dans des environnements parfois très bruyants. Alors, c'est jamais simple, et notamment comment permettre à une personne qui travaille dans un environnement bruyant, qui nécessite de mettre en place des protections auditives, et des personnes qui ont une déficience auditive, comment permettre à une personne aussi de pouvoir, malgré le port de protection auditive, de communiquer avec ses collègues. Donc, voilà, encore une fois, chaque situation est étudiée au cas par cas, chaque situation est bien singulière, mais il nous est arrivé de trouver des solutions techniques pour permettre à une personne de mieux communiquer dans ces environnements professionnels qui ne sont pas toujours favorables. Je tiens également à dire, même pour des personnes complètement sourdes qui travaillent en milieu professionnel bruyant, il est important que ces personnes puissent également se protéger. Ce n'est pas parce qu'une personne est sourde, je pense qu'on ne l'a pas évoqué aujourd'hui, mais en tout cas, moi, ce qu'on m'a expliqué il y a longtemps, c'est qu'une personne sourde travaillant en milieu professionnel bruyant doit également porter des protections auditives pour se protéger. Voilà. Donc, il y a des solutions qui peuvent aussi aller, pour une personne malentendante, à l'apprentissage de la lecture labiale pour communiquer également en milieu bruyant. Donc, voilà, c'était un souvenir d'une intervention dans une cartonnerie où l'environnement est toujours bruyant. J'ai une autre illustration dans une société spécialisée dans le traitement par incinération des déchets industriels dangereux. Une personne malentendante avait été recrutée et
venait tout juste d'ailleurs de renouveler ses prothèses auditives, ses aides auditives. Donc, elle avait disposé d'un matériel récent. Et c'est une personne qui avait deux activités, une activité le matin et une activité l'après-midi. L'activité le matin qui était essentiellement administrative, hein, centrée sur le contrôle de l'arrivée des camions, hein, voilà, avec des relations avec les chauffeurs. Et une activité l'après-midi qui était dans un autre endroit et qui l'amenait à gérer avec une collègue le magasin, un magasin déstocker la matière première et qui l'amenait également à être en relation avec des personnes. Et très rapidement, peu après son embauche, l'employeur m'a sollicité parce que cette personne rencontrait des difficultés. Donc, nous sommes intervenus en partenariat avec prestation d'appui spécifique, hein, qui est toujours l'URAPEDA, hein, et pour bien caractériser les difficultés. Donc, il y avait des difficultés de compréhension des messages avec les chauffeurs, hein, notamment avec les chauffeurs qui devaient émarger, qui devaient converser avec la personne. Et puis, une autre difficulté, parce que sur ce site qui est classé CVSO2, il y a des exercices d'alarme hein, qui sont très, très réguliers. Et la personne qui travaillait dans un bungalow extérieur avait d'énormes difficultés à percevoir ces alarmes, et ce qui nous a amené à rechercher des solutions et à mettre en place des solutions lui permettant, donc avec des connexions bien sûr et renforcement des alarmes, et à la fois avec un équipement vibrant et un équipement visuel, hein, lui permettant là à chaque fois d'être informé en temps réel du déclenchement de l'alarme. Concernant les relations avec les chauffeurs, il y a aussi des dispositifs de microphones, hein, des microphones qu'on peut mettre dans un environnement, soit portés par l'émetteur de l'information, hein, sur la taille d'un stylo, voilà, ça représente, voilà, ça s'appelle la taille d'un stylo tel que celui-ci. On peut mettre dans la poche de la personne qui converse et qui est connecté directement après aux prothèses auditives de la personne malentendante et qui lui permet de mieux entendre. Donc, cette application-là, j'ai eu l'occasion également de la proposer pour un jeune ouvrier agricole qui était en formation en alternance et souffrant de multiples déficiences, d'ailleurs, hein, pas qu'une déficience auditive, et qui avait d'énormes difficultés dans le cadre de son alternance à suivre les cours, et notamment à pouvoir, dans un environnement collectif, à pouvoir bien percevoir les messages du professeur. Et voilà, le professeur étant équipé d'un équipement de cette nature, amené à une meilleure compréhension de ses propos au niveau de l'ouvrier agricole en alternance. Voilà, donc il y a ces situations. J'ai aussi une autre situation pour une cadre qui est responsable de planification et logistique dans une entreprise qui fabrique des équipements en caoutchouc à usage médical, et qui avait également des difficultés dans le cadre de réunions. Donc, le système que je viens d'évoquer à usage plus individuel avec ce microphone intégré dans une forme de stylo, ça existe aussi sur une forme plus générale, plus globale, sur une forme de pieuvre, et qui permet dans un environnement collectif à mieux converser lorsque les personnes, il y a plusieurs personnes autour de la table. Voilà, hein, donc ça existe également. Et pour cette personne dont la déficience auditive n'a pas été acquise à la naissance, hein, donc c'est développé progressivement au cours de sa vie, elle a exprimé le souhait de pouvoir suivre une formation afin de
mieux lire sur les lèvres, hein, donc de pouvoir pratiquer la lecture labiale. Et l'Urapeda a également proposé ce type de formation, donc une formation qui se déroule sur plusieurs mois avec différents modules pour lui permettre d'acquérir de façon progressive eh bien, cette pratique de lecture labiale qui l'aide ensuite au quotidien dans sa vie professionnelle, également bien sûr dans sa vie personnelle. Voilà, d'autres exemples, il y en a plusieurs, même j'ai eu l'occasion d'intervenir pour des conseillers en insertion professionnelle, hein, donc dans le domaine de l'insertion des demandeurs d'emploi, hein, des personnes qui sont proches, qui sont aussi très à l'écoute des demandeurs d'emploi qui peuvent être atteints de déficience auditive et pour lesquels il y a eu nécessité à la fois d'aménager, que ce soit lors des visios, hein, voilà, parce qu'on travaille beaucoup maintenant en visio, ou encore lors d'applications téléphoniques ou en face à face avec différents équipements. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de dire que nous sommes accessibles et nous répondons à des demandes individuelles et pour, encore une fois, établir un diagnostic très personnalisé sur la situation de la personne et nous entourer des compétences nécessaires pour eh bien, trouver des solutions, hein, les plus adaptées, même si on ne retrouvera jamais une autonomie telle que nous pouvons l'avoir quand on n'a pas de problème d'audition. Voilà un peu le contexte que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Voilà, donc merci pour votre participation. Bonne journée à tous.